Le wagon dans lequel Kani et son frère avaient pris place était bondé de voyageurs. On y voyait des gens de toutes sortes. Des femmes portaient leurs bébés sur leur dos, des marchands traînant de lourds paniers, des militaires, des gardes de cercle, etc. De la portière, Kani entendait des conversations, les cris des enfants et les dernières recommandations entre les voyageurs, leurs parents et amis massés sur le quai. Tu lui diras de compter sur moi pour les impôts, cria un homme d'une cinquantaine d'années à une vieille femme qui était tout près de Kani. Et surtout, venez assister au mariage de Saleh, répondit la vieille femme. Ni le père Benfa ni Mamatane n'étaient venus. Seul Sibiri était là. Il avait été du reste gentil, Sibiri. C'est lui qui avait choisi les places et qui y avait installé les bagages. Il avait affronté la bousculade alors que Birama et Kani s'étaient mis à l'écart. À présent, Sibiri discutait avec des camarades qu'il avait aperçus dans la foule. Debout à la portière, Kani cherchait Samou. Elle savait pourtant que son ami ne viendrait pas, car sa présence aurait créé de nouvelles complications avec Sibiri. Mais elle le cherchait, tant était grand son désir de le voir. Des coups de sifflet retentirent. Les mains se tendirent de partout. Des cris de recommandation se mêlèrent. Sibiri se fraya rapidement un passage parmi la foule. Faites attention tous les deux, dit-il. Dans leur compartiment, Kani et Birama avaient comme voisins deux marchands dignement drapés dans leur boubou de basin, deux jeunes hommes d'une trentaine d'années, une femme de la ville au front couvert d'or et une vieille grand-mère pensive devant ses vieilles corbeilles. L'un des jeunes hommes se leva et vint se placer devant la portière. Il y resta quelques minutes et rejoignit sa place en secouant la tête. Ouf, fit-il en se rasseyant. Je suis content de quitter cette ville. Quelle boîte! Son camarade à qui il s'adressait hocha la tête, l'autre continua. Je te l'ai dit, il n'a jamais su rédiger un rapport. Il ignore jusqu'aux règles élémentaires de la grammaire. C'est moi qui faisais tout le travail. Il pinça les lèvres et secoua la tête de nouveau. Avec cela, il est négrophobe. Pour lui, le nègre ne peut rien, ne représente rien. Or, lui passe tout son temps à boire sous nos yeux. Il fallait le voir hurler contre le pantalon. Nègre, vaurien et le planton, il fallait le voir hurler contre le planton. Nègre, vaurien et le planton, que disait-il? Que peut-il dire? Il a deux frères et sa mère à nourrir. Les Blancs sont venus gâter les choses, dit la vieille femme, qui avait ôté son boubou et s'était mis à le raccommoder. J'ai des maris à côté de moi. Ils ne me regardent pas et causent dans une langue que je ne comprends pas. Tout le monde se met à rire. Tu as raison, fit l'un des commis. Mais ce que nous disons est une affaire d'homme. Non, non, protesta la grand-mère. La vérité est que nous autres ne sommes plus rien à vos yeux. Voilà celle qui vous intéresse, ajoute-t-elle en désignant Kani. Mais si elle est aussi courageuse que moi, qu'elle accepte de lutter avec moi, je la prends à la lutte.
Je refuse, dit Kani en riant. Je te laisse tous les maris. Ah, vous voyez bien, elle a peur de moi. La vieille grand-mère riait et faisait rire tout le monde. Il se créait maintenant une atmosphère de famille et de camaraderie. Si tu veux reconquérir tes mains, dit l'un des tes maris, si tu veux reconquérir tes maris, dit l'un des marchands à la grand-mère, il faudra que tu t'achètes des robes, que tu te peignes les cheveux au lieu de les tresser et que tu chausses des souliers. Moi, fit la vieille en se tapant les mains, que Dieu m'en garde, je n'irai jamais m'emprisonner dans un sac. Vous appelez ça des vêtements? Moi, fit la vieille en se tapant dans les mains. Moi, fit la vieille en se tapant dans les mains. Que Dieu m'en garde, je n'irai jamais m'emprisonner dans un sac. Vous appelez ça des vêtements? Alors tu perdras, fit la femme aux beaux bijoux. Non, les maris me reviendront. Je sais faire la bonne cuisine, je sais labourer la terre, je confectionne les couvertures comme personne. Que voulez-vous de plus? Que savent faire ces poupées-là, sinon s'arranger les ongles, les cheveux et les sourcils? Elle en rit de plus belle. Elle en rit de plus belle. Le train siffla. Une fumée noire et épaisse envahit le wagon. La grand-mère toussota, se moucha à grand bruit, maudit la fumée et le train. L'un des marchands prit dans ses bagages une cuvette enveloppée d'un mouchoir. De quoi manger, dit-il. Approchez. Les commis, Birama et Kani, imitèrent son geste. Chacun apporta ce qu'il avait. Ils se levèrent les mains avec l'eau que contenaient les bouilloires des marchands, formèrent un petit cercle autour des plats et chacun choisit selon ses préférences. Mon voyage en Gold Coast m'a laissé une éblouissante impression. J'y ai vu des choses merveilleuses. J'ai vu des Noirs à la tête de grosses maisons de commerce. J'en ai vu des directeurs de banque dans tous les bureaux où mes affaires m'ont conduit. Je n'ai vu que des Noirs. Très peu de Blancs. C'est inimaginable. Il en est de même à Kano, en Nigeria. Là-bas, toutes les maisons sont comme celles des Blancs de chez nous. Les rues sont éclairées dès le coucher du soleil. Les commerçants noirs font des affaires avec le pays des Blancs. Ils sont beaucoup plus riches que nous. Les autres convives écoutaient avec intérêt les deux marchands. Birama et Kani se jetaient des coups d'œil. Les commis se regardaient également et secouaient la tête. Tous, à part la grand-mère qui n'écoutait rien, semblaient émerveillés par ce qu'ils entendaient sur la Gold Coast et la Nigeria. Ah, soupira un des commis. Vous autres marchands, vous avez beaucoup de chance. Que n'ai-je fait comme vous? Birama le regarda d'un air étonné. Oui, reprit le commis, ma carrière m'a été pénible. J'ai toujours eu affaire à des mauvais patrons. Et vous ne savez ce que c'est que d'avoir un mauvais patron. Il vous rend la vie impossible. Quoi que vous fassiez, il est mécontent. Il vous crée des histoires, vous crie
après à longueur de journée et le bureau devient un véritable enfer. Marchant, nul n'aurait eu à me donner des ordres. Je serais mon propre maître et n'aurais pas le déplaisir d'entendre matin et soir un patron négrophone crier sa haine pour ma race. Je travaille comme un imbécile et n'importe quel nouveau débarqué gagne 2 fois plus que moi. Je n'ai pas le travail. Ce n'est pas le travail, mais la couleur qu'on paie. Ami, fit l'un des marchands, tu as peut-être bien choisi. Le marchand n'a pas de patron, dis-tu. Crois-moi, il en a plusieurs. Il en a des milliers. Avec le blanc, il faut des papiers, partout des papiers. Il faut des bons, des autorisations, des laissez-passer et quoi encore? Or, nous ne savons ni lire ni écrire. Comment voulez-vous que nous n'ayons pas de maître? Vous allez dans un bureau, le commis, pour vous montrer qu'il est puissant, vous crie dessus. On vous malmène, on vous terrorise et finalement, vous êtes obligé de mettre le portefeuille sur la table afin d'avoir la paix. Et puis, quoi vendre en fin de compte? Les Blancs veulent tout vendre eux-mêmes. Le mil que nous cultivons, il faut qu'ils nous le revendent. Il en est de même du riz des arachides. Leurs marchandises, ils les vendent d'abord aux Syriens et nous autres, marchands noirs, sommes obligés de tendre la main afin que les Syriens nous permettent de vivre. Quel bénéfice voulez-vous que nous réalisions? Quand un blanc est ruiné, la banque peut lui avancer de l'argent. Mais nous, qui est-ce qui nous vient en aide? C'est dur. C'est très dur. Les blancs se soutiennent entre eux. Le commandant blanc est le frère du commerçant blanc. Et un coup de téléphone arrange tout. C'est dur. Mais toi, tu sais lire. Cela peut-être t'aurait aidé. Moi, je regrette de n'avoir pas suivi les conseils de mon vieux père. J'aurais dû rester au village, cultiver la terre comme mes frères. Billet, billet, cria le contrôleur. Et chacun se tâta les poches. La vieille fouilla dans ses corbeilles. Le compartiment devint silencieux. Je vois que tu ne connais rien, fit la vieille au marchand. Dès que le contrôleur eut passé dans le compartiment voisin, tu ferais mieux de continuer à acheter les marchandises aux Syriens. Vous ne connaissez aucun ennui à la ville et vous vous plaignez. Les regards se fixaient sur la grand-mère. Celle-ci, impassible, essayait d'enfiler son aiguille. Mais ses mains tremblaient et les secousses du train la faisaient ballotter entre les marchands et les commis. Au village, dit-elle, en enfonçant son aiguille dans ses tresses, tout voyageur qui sait lire l'écriture du blanc est un maître. Quand le commandant de cercle arrive, c'est la panique. Il en est de même des commis et des gardes de cercle. Nous travaillons dans le champ du blanc. Nous lui donnons du mil ou du caoutchouc. Nous travaillons sur les routes et tout cela pour rien. Nos enfants envient ceux de la ville. Ils ne pensent qu'à fuir le village. Ceux qui vont à l'école ne nous reviennent plus, ne nous reconnaissent plus. La vieille, le regard lointain, posa ses mains sur ses genoux. Voyez-vous, dit avec assurance,
le deuxième commis qui avait de grosses lunettes. Nous nous plaignons tous. Pourtant, c'est notre faute. Si nous savions nous organiser, les choses iraient beaucoup mieux. D'ailleurs, avec la politique, tout va changer. Birama et Kani l'éprouvèrent de la tête. Les marchands les regardèrent surpris et intéressés. Et qu'est-ce que c'est que ça, la politique? Fit la vieille en bâillant. Et qu'est-ce que c'est que ça, la politique? Fit la vieille en bâillant. Nous allons pouvoir dire aux Blancs ce qui est mal. Nous allons leur dire ce qui doit disparaître afin que tout le monde soit heureux. Il faut reconnaître que les Blancs nous ont apporté beaucoup de bien. Non, non, protesta la vieille. Parlons de la politique. Dites-moi, vous allez nous plaindre avec quelques Blancs? À ceux d'ici? Non, à ceux de là-bas. Mais ceux d'ici et ceux de là-bas ne se sont-ils pas parents? Mais ceux d'ici et ceux de là ne sont-ils pas parents? Si, je n'en sais rien. Alors, vous allez croire que les Blancs vont abandonner leurs frères pour vous? Non, mais nous voulons la justice. Et qui est-ce qui va les juger? Les Blancs? La vieille se mit à ricaner. Elle se leva, le train ralentissait, le commis la regarda avec des yeux chargés de mépris, mais la grand-mère ne s'en soucia nullement. Elle rangea ses corbeilles. Birama et Kani se levèrent et regagnèrent les portières. Le train venait de s'arrêter. Sur les quais de la petite gare, des vendeuses de poissons frites, de lait frais ou caillé, d'igname, de patates ou de manioc grillé circulaient, allaient d'un wagon à l'autre, criant et exhibant leurs marchandises. Des voyageurs descendaient tandis que d'autres, paniers sur la tête, cherchaient à s'installer. Que Dieu vous protège, cria la vieille à ses compagnons. Que l'œil des chefs vous respecte. Amen, répondirent les marchands, tandis que Birama et Kani et les deux commis rièrent. Amen, répondirent les marchands, tandis que Birama et Kani et les autres commis riaient. Oui, reprit le commis aux grosses lunettes. Aussitôt que le train se fut remis en marche, ce que je disais est vrai. Si nous savions nous organiser, les choses iraient beaucoup mieux. Par exemple, nos commerçants ne devraient pas rester nos commerçants ne devraient pas rester à la remorque des maisons de commerce européennes et des Libano-Syriens. Ils devraient pouvoir traiter directement avec les usines de la métropole. C'est nous qui produisons les matières premières. Pourquoi ne pas les envoyer en Europe nous-mêmes? C'est à nous que nous sont destinées les marchandises européennes. Pourquoi nos marchands doivent-ils les acheter à d'autres marchands? Il faut que nos commerçants puissent s'associer, unir leurs forces pour être de taille à lutter contre les intermédiaires. Ce sont les intermédiaires qui rendent la vie difficile. Lorsque nos marchands associés seront forts, ils pourront créer à leurs frais des écoles de commerce permettant ainsi à leurs enfants de s'initier aux sciences commerciales. Un voyageur entra dans le compartiment.
L'un des marchands qui s'était allongé à la place de la vieille se releva. Le nouveau venu salua et s'assit. Dans le domaine agricole également, reprit le commis, il nous faut une organisation. Il faut créer des écoles de pratique rurale. Ainsi naîtra une génération de paysans éclairés, laquelle s'érigera d'elle-même contre la routine et les méthodes séculaires. Il y a tellement de choses à faire. Le commis devint rêveur, il alluma une cigarette et secoua la tête, laissant entendre par ce geste qu'il en savait plus long qu'il n'avait dit. Les marchands devinrent également rêveurs. Ils se voyaient déjà au sommet de la fortune, entourés d'amis, de musiciens et de poètes. Ils voyaient à leur côté de jolies femmes chargées d'or, se voyaient distribuant des cadeaux, créant eux-mêmes d'autres fortunés autour d'eux. Soudain, l'autre commis se redressa. « Crois-tu sincèrement, dit-il à son camarade, que les Blancs vous laisseraient réaliser tout ce que tu viens de dire ?» Les marchands tressaillirent. Les marchands tressaillirent. Pourquoi pas? Ces genres d'entreprises seront d'ailleurs encouragés par l'administration, lança le commis aux grosses lunettes avec une inébranlable assurance. L'autre commis partit d'un éclat de rire, se leva et s'en alla vers la portière. Son camarade haussa les épaules. Les commerçants le regardaient déçus. Birama et Kani étaient déçus eux aussi. Le commis aux grosses lunettes ne dit plus rien. Les marchands se mirent à bâiller. Birama et Kani demeuraient changeurs. On ne se dit plus rien.